Bonjour. Alors, Nelly, vous êtes diplômée de l'école de commerce du 16e Méditerranée. Vous avez un Bachelor of Arts European Management spécialisation RH. Vous avez obtenu à l'université du Middlesex à Londres, puis un DESS politique d'entreprise en développement social et emploi à l'IEP de Paris. Après vos études, vous avez un parcours RH assez impressionnant que vous avez commencé chez BAT en tant que chargé de projet de ressources humaines, puis chargé de recrutement, puis responsable de développement des ressources humaines. Et en 2006, vous entrez chez Monster. Alors, pour les personnes qui ne sauraient pas, mais j'imagine que tout le monde le sait, Monster est l'un des leaders mondiaux du recrutement en ligne, comme directrice du recrutement Europe. Et après plusieurs postes, depuis mai 2020, donc c'est tout récent, Mhm. félicitations, vous êtes Merci. directrice des ressources humaines Europe. Et en parallèle, et ce n'est pas rien, vous êtes également juge au prud'homme. Je ne me suis pas trompé jusque-là? C'est parfait. Ok, formidable. Alors, la première question, c'est quand on a un parcours aussi dense dans les ressources humaines, qu'est-ce que ça représente votre activité professionnelle pour vous? Alors, je crois que je peux dire que j'ai énormément de chance. Il y a plusieurs titres. Déjà parce que, comme vous l'avez dit, je travaille chez Monster et que c'est une entreprise qui fourmille d'activités. Il y a toujours des projets qui sont en cours. Il y a toujours des choses qui changent. Et en fait, c'est une entreprise où on n'a pas le temps de s'ennuyer. Vous l'avez dit aussi, donc je fais un métier où il faut se réinventer en permanence. C'est-à-dire qu'en tant que DRH, on n'a jamais deux cas qui se présentent qui soient identiques. Donc il faut toujours s'adapter, il faut toujours faire les choses différemment. Et je crois qu'il faut aussi partir du principe que ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être pas vrai demain. Je vais vous donner un exemple très simple et très rapide. On a signé l'an dernier avec nos organisations syndicales un accord de flexi-travail qui permettait en fait à nos salariés de pouvoir travailler un jour par semaine depuis leur domicile. Et on a exclu de cet accord nos commerces sédentaires, puisque on s'est dit que c'était un métier où on avait vraiment besoin d'être au bureau, d'avoir le manager qui peut être disponible et de travailler en équipe. Sur ce, arrive la crise qu'on a tous connue, on a mis tous nos salariés en télétravail et ça s'est super bien passé. Donc, la résultante de ça, on va retourner négocier avec nos organisations syndicales et on va inclure tout le monde dans cet accord. D'accord. Et je pense aussi que, en fait, il n'y a pas un jour où j'apprends pas quelque chose Ouais. sur les comportements des gens, sur les différences culturelles, sur le droit du travail dans les divers pays. Donc, pour vous faire un résumé, c'est à peu près ça ce que je vois de mon activité professionnelle et je pourrais en parler pendant des heures. Alors, est-ce que vous pensez, parce que vous avez une grande expérience, que la perception que les salariés ont de leur travail a évolué depuis quelques années? Et surtout, je me permets de compléter la question, comme vous avez un scope Europe, est-ce que la France est spécifique ou pas, justement dans l'évolution de la perception du travail? Bien sûr. Pour moi, c'est une certitude que ça a évolué. Et cette certitude, elle vient de quoi? Elle vient d'abord des millennials, donc cette nouvelle génération, et ce que j'appelle le fameux pourquoi. C'est une génération, en fait, qui ne peut pas faire quelque chose sans trouver du sens à ce qu'ils font et qui demande pourquoi avant de faire quoi que ce soit. Les gens de ma génération, quand ils ont commencé à travailler, on leur demandait de faire des choses. À la limite, ils allaient demander comment, quand, où. La génération d'aujourd'hui, c'est pourquoi. Et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir comprendre en quoi leur action va servir au succès de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Et personnellement, quand j'ai commencé à voir même au sein de ma propre équipe des millennials ou la génération Z, je me suis dit, ça, c'est un vrai changement. Et je pense que c'est vraiment des salariés qui vont pas hésiter à sortir de leur périmètre, ce qui n'était pas forcément non plus le cas des générations d'avant, et qui, voilà, ils sont intéressés par des évolutions, mais ils sont très intéressés aussi par l'évolution transverse, tout ce qui est horizontal, alors que nous, on était plutôt dans des évolutions à la verticale. Et je pense que c'est vrai pour les millennials, c'est cette nouvelle génération, et c'est très vrai aussi pour tout le reste des salariés. Je pense que ça a été exacerbé par la crise, hein, c'est-à-dire qu'on a peut-être eu aussi, en tant que salarié, le temps de prendre du recul et de se dire, mais est-ce que ce que je fais vraiment, ça a un sens et est-ce que je contribue vraiment à ce que la société soit meilleure et on a d'ailleurs sondé pas mal les gens là-dessus et il y a au moins la moitié des gens qui nous ont répondu, qui nous ont dit oui, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe et peut-être que en tant que salarié, je vais chercher un travail qui a du sens pour moi ou peut-être que je vais changer de poste et trouver un poste qui a davantage de sens pour moi. Et cette évolution, c'est un constat que vous faites sur la France ou c'est vrai de tous les pays que vous gérez?
Non, je pense que c'est vraiment sur l'ensemble des pays, que ce soit en Europe ou même sur les quelques pays au-delà de l'Europe que je peux gérer. Vous voyez, par exemple, donc chez Monster, on a mis en place ce qu'on appelle une task force pour pouvoir rassembler pendant la crise nos salariés et chercher ce qu'on allait pouvoir faire à la fin de la crise pour s'assurer que l'entreprise elle allait rebondir et repartir de plus belle. Et ça, on l'a fait sur tous les pays. Et on s'est vraiment trouvé avec des gens qui avaient énormément d'idées. Alors de cette task force aussi est sortie l'idée de donner la possibilité aux entreprises de la santé, par exemple pendant la crise, de pouvoir mettre leurs annonces sur notre site gratuitement, des choses comme ça. Et ça, on l'a vu dans tous les pays. On a eu des idées qui ont émergé à droite, à gauche. Et je pense que vraiment, c'est une tendance qui est globale. Et en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la crise du corona a été finalement un accélérateur d'une tendance qui était déjà présente avant. Alors très clairement. Et je pense qu'à tous les niveaux, et notamment en ressources humaines, on a dû accélérer les choses, on a dû transformer parce qu'on s'est retrouvé dans une situation d'urgence et on a dû réagir très rapidement et on a dû adapter tous nos process à un rythme effréné pour s'assurer de pouvoir continuer à avoir une activité et continuer aussi à servir nos clients et à s'assurer du bien-être de nos salariés. Mais bien sûr. Enfin, les DRH avaient écrit un article là-dessus, comme quoi vous étiez un peu les héros oubliés de cette crise, parce que vous avez été, pendant le confinement, c'est vous qui avez tout mis en place. Après, avec le déconfinement, vous avez encore tout mis en place. Donc, vous avez quand même travaillé un peu comme des fous furieux. On n'a pas beaucoup parlé de vos métiers. Et justement, ça permet de faire le lien avec la question suivante, qui est le bien-être. Alors, pas le bien-être des DRH, que je pense que les vacances d'été vont être bienvenues pour tous les DRH de la planète. Mais sur le bien-être au travail des salariés de Monster. Alors, je pose cette question traditionnellement et je sais qu'elle est un peu ridicule parce que je demande si le bien-être est un luxe ou un impératif, mais finalement, si on creuse, elle n'est pas si ridicule que ça. Donc, je vous la pose. Chez Monster, le bien-être au travail, est-ce que c'est un luxe ou un impératif ? Alors, très clairement, pour nous, c'est un impératif. Et je pense que si je fais le lien avec ce que je vous racontais tout à l'heure sur les nouvelles générations, aujourd'hui, nous, en tant qu'employeurs, on fait plus la différence par rapport au salaire qu'on peut offrir ou par rapport au titre ou au poste qu'on peut offrir. On va faire la différence par rapport à tout cet aspect de bien-être qu'on peut apporter à nos futurs salariés ou à nos salariés actuels. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui va faire la différence pour un salarié, c'est la flexibilité qu'on va être capable de lui offrir au travail ou le sens qu'on va donner à ce qu'il fait. Et ça, concrètement, c'est ce qui va nous sortir du lot, nous, en tant qu'employeurs, ou c'est ce qui va faire, au contraire, qu'on va pouvoir retenir nos talents parce que ce qu'ils trouvent chez Monster, ils vont pas forcément le trouver ailleurs. Alors, c'est vrai que Monster fait partie des sociétés où ça fait déjà quelques années qu'on propose des choses plutôt sympas à nos salariés, mais je dirais de surface. C'est-à-dire que oui, ils vont avoir toutes les machines de distribution gratuites pour les boissons. Oui, ils vont avoir des fruits frais tous les matins dans les bureaux. Oui, ils vont avoir des massages avec des masseurs qui se déplacent dans nos locaux. Tout ça, on sait faire. Mais tout ça, ça reste ce que j'appelle moi le bien-être de surface. En fait. Par contre, le vrai bien-être des salariés et celui auquel nous on s'intéresse, c'est un tout petit peu différent. C'est-à-dire que pour savoir comment, quand et à quel niveau vos salariés se sentent bien, il faut vraiment leur poser la question et il faut encore plus écouter la réponse. On a chez Monster un questionnaire d'engagement que on envoie à nos salariés tous les trimestres. Il y a une quarantaine de questions, savoir comment ils se sentent, est-ce qu'ils peuvent travailler de chez eux, est-ce que par exemple ils iraient chercher un travail ailleurs ou si on leur proposait le même travail, est-ce qu'ils resteraient chez Monster ou pas. Et toujours pareil, pendant cette crise, on s'est dit, on a quand même perdu, on veut pas perdre le lien qu'on a créé avec nos salariés. On va changer ce questionnaire et de trimestriel, on l'a fait toutes les semaines. C'est-à-dire qu'on a réduit le nombre de questions à 5 et on s'est dit, on a besoin de feedback pour comprendre comment vont les gens et comment est-ce qu'on peut les aider à traverser cette crise qui est compliquée. Pareil, je vous donne un exemple qui est très simple, mais on s'est rendu compte en faisant ce questionnaire qu'on avait des salariés qui se plaignaient en disant, par exemple, je travaille sur la table de la cuisine avec la chaise de la cuisine, c'est pas très confortable, je passe beaucoup de temps en vidéo parce que toutes les interactions qu'on avait en face à face, on les fait en vidéo. Et dès que ça a été possible, on a permis à nos salariés de revenir sur des rendez-vous individuels dans les bureaux, prendre leur casque, prendre leur double écran, prendre leur chaise s'ils le souhaitaient. Enfin, apporter le confort qui était nécessaire pendant cette période-là. Et ça, je pense que c'est des choses auxquelles les salariés sont très sensibles. Et sur ce questionnaire, on a vu, mais
Et c'est énorme, c'est un questionnaire d'engagement qui est noté sur 10. On a vu une progression de plus 2,5%, de 2,5 points, pardon, par rapport à la satisfaction de nos salariés, parce qu'ils ont trouvé que voilà, cette gestion de la crise, on avait été proche, malgré le fait qu'on était en fait chacun chez soi. On s'est rapprochés parce qu'on a demandé aux managers de faire des réunions tous les matins avec leurs équipes, parce qu'on les sondait et qu'on répondait à leurs problématiques. Mhm. Et ça, je pense qu'en termes de bien-être, ça a son pesant d'or. J'ai vraiment le sentiment, c'est très intéressant, parce que depuis que j'interviewe des DRH ou des dirigeants, j'ai le sentiment que la libération de la parole a vraiment été accentuée pendant cette crise, et j'allais dire grâce à cette crise. Et j'ai le sentiment de plus en plus fort que le bien-être au travail sans libération de la parole, c'est une gageure. En fait, c'est la libération de la parole qui a été vraiment centrale dans toutes ces politiques de bien-être. Oui. Alors, très clairement, sur le questionnaire dont je vous parle, on a effectivement tout un aspect de communication à double sens, c'est-à-dire comment est-ce que les gens peuvent communiquer et comment est-ce que nous, en termes de management, on peut aussi communiquer. Et c'était évidemment un des points les moins bien notés de ce questionnaire et où on se demandait comment est-ce que nous, on pouvait faire les choses différemment, se réinventer et procéder à des types de communication différents. Et en fait, ce qui a été mis en place justement pendant cette crise, parce qu'il fallait qu'on trouve des moyens différents, on a en fait surcommuniqué, je pense que c'est le bon terme. On a mis en place tout un tas de rendez-vous qui n'existaient pas dans l'entreprise et qui permettaient en fait à nos salariés de pouvoir échanger. Alors échanger avec qui? Par exemple avec notre CEO qui est basé aux États-Unis. Donc on a mis en place des visioconférences où les gens pouvaient lui poser toutes les questions qui leur passaient par la tête. Donc ils se rendaient vraiment disponibles à ce niveau-là. On a mis en place aussi, par exemple, le vendredi après-midi, en fin d'après-midi, on mettait en place des espèces de bingo, de quiz, etc., pour que les gens puissent aussi se détendre avec les collègues sans être forcément avec eux en face à face. Je vous l'ai dit, tous les matins, on a demandé à nos managers de faire un lancement de journée pour s'assurer que voilà, tout le monde était bien là, bien parti et qu'on pouvait, on pouvait commencer la journée comme il fallait. Puis après, chaque équipe a mis en place des réunions qu'on ne faisait pas avant. Et on a même créé un jeu de communication tout à fait nouveau pour moi qui s'appelle Ask Me Anything. Donc, tu peux me demander n'importe quoi. Et voilà, donc les managers se mettent un petit peu à risque en disant aux gens, ben voilà, je suis là, shootez les questions et je peux vous apporter n'importe quelle réponse. Et de la même manière, on a vu les scores de communication augmenter parce que les gens savent qu'ils peuvent poser des questions, savent qu'ils peuvent donner du feedback et que du coup, on a réussi à recréer du lien virtuellement grâce à ça. Super. Alors, au-delà de ça, parce que c'est très impressionnant, vraiment, enfin, je suis marqué par cette libération de la parole qui semble être une tendance de fond vraiment dans les entreprises, mais au-delà de cela, si vous aviez une chose concernant le bien-être au travail chez Monster dont vous étiez particulièrement fier, est-ce qu'il y a quelque chose que vous metteriez en avant au-delà de la libération de la parole? Je crois que ce que je mettrais en avant, c'est le comité de proposition qu'on a créé. Parce qu'on s'est dit que en tant que manager à différents niveaux, on pouvait avoir des idées, des projets, mais qu'en fait les personnes les mieux placées pour nous dire ce qui serait vraiment de cette entreprise un endroit où il fait bon travailler, ce sont nos salariés. Donc en fait on a créé un petit comité qui se réunit de façon régulière et qui va recommander à la direction des idées, des propositions et qui va faire en sorte que les salariés se sentent bien. Alors après ça peut passer par tout un tas de projets. Certains projets étaient plus liés, par exemple, à des actions de volontariat dans des entreprises caritatives, ou alors aller donner son sang parce que c'est important de partager et d'être en lien avec les autres. Voilà, tout un tas de propositions qui ont fait que on communique mieux, on est mieux ensemble et on a envie de venir travailler. On en revient au sens, fondamentalement, Oui, dont vous parliez absolument. très bien tout à l'heure. OK. Alors, dernière question, je le promets. Enfin, non, je promets jamais que c'est la dernière question, on ne sait jamais. Mais a priori, c'est la dernière question, Nelly. Si vous ne deviez donner qu'un seul conseil à un dirigeant d'entreprise ou à un jeune manager, quel serait-il? Alors, il y a une chose, allez, une double chose, je dirais, qui pour moi est capitale si on veut réussir et si on veut être soit un bon manager, soit un bon dirigeant. Et pour moi, c'est écouter
écouter et écouter. Et je le dis plusieurs fois parce que, et d'ailleurs c'est une des valeurs de Monster, on a une valeur qui s'appelle écouter, écouter vraiment. C'est pour ça qu'on le dit plusieurs fois pour que ça puisse bien rentrer et marteler le message. Je pense que si un dirigeant, un manager, un DRH est capable d'écouter ses salariés, d'écouter ses clients, d'écouter ses fournisseurs, à ce moment-là, on comprend la situation et on est capable de s'adapter, de se transformer et de faire ce qu'il faut pour que ça marche. Et ça, je pense que c'est vraiment, pour moi, une valeur centrale, effectivement, qui est très présente dans les ressources humaines, mais les meilleurs managers avec qui j'ai eu à travailler, c'était des gens qui prenaient le temps d'écouter, c'était les gens qui prenaient le temps de s'asseoir à côté de leurs salariés, de regarder ce qu'ils sont en train de faire, d'essayer de comprendre et de vraiment rester ouvert. C'est-à-dire qu'on a tous beaucoup d'idées préconçues, on pense tous savoir ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Et je pense qu'au contraire, en se mettant un petit peu en position de je m'ouvre et je vois ce que les gens ont à dire, on a tout à gagner et en général, ça fonctionne très très bien. En fait, c'est une forme d'humilité absolument fondamentale. C'est vrai que c'est une forme d'humilité, c'est une forme de comportement où je pense pas avoir forcément la bonne réponse à toutes les questions. Et je pense aussi que se mettre dans la position où je peux dire à mes salariés, à mon équipe, peu importe, je n'ai pas la science infuse. Par contre, je pense qu'ensemble, on peut trouver la bonne réponse. C'est aussi gagner la confiance des gens avec qui vous travaillez. Et c'est aussi acheter leur engagement. Si l'idée vient d'eux et pas de vous, ou si l'idée vient du groupe, ils auront plus tendance à s'y atteler, à faire en sorte que ça réussisse et à continuer à travailler dans ce sens-là. Alors, j'ai une question subsidiaire. Voilà, à chaque fois, je mens en fait. Je sais jamais la dernière question, Vous mais l'aviez elle me dit. dit. Oui, je vous avais prévenu. Non, mais ça me titille parce que vous êtes également en parallèle juge au prud'homme. Oui. Quel est des deux métiers, enfin je sais que c'est en parallèle, mais qu'est-ce qui a eu le plus d'influence sur la professionnelle que vous êtes, pardon, le fait d'être juge au prud'homme, donc là où vous êtes obligé d'écouter énormément, qui vous a influencé en tant que DRH, ou le fait d'être DRH qui influe beaucoup plus votre métier de juge? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je pense que ce sont vraiment deux aspects complémentaires, mais je suis au prud'homme depuis 3 ans seulement, alors que j'ai une carrière en RH qui est bien plus longue. Donc, c'est très clairement mes expériences en ressources humaines qui m'ont amené à m'intéresser à la partie prud'homme et à vouloir réellement m'y engager pour une raison qui est assez simple, c'est-à-dire qu'en tant que DRH, j'ai eu beaucoup de cas à gérer et j'avais envie de m'assurer que les procédures que je mettais en œuvre, que les réponses que j'apportais aussi à mes salariés, c'était les bonnes, et aussi de voir comment est-ce que les autres font, quel type de procédures ils peuvent mettre en place. Et j'avais aussi envie de regarder, on va dire, de l'autre côté du miroir, savoir écouter aussi les salariés. Et je peux vous assurer que quand vous êtes au prud'homme, que vous écoutez l'avocat de la défense qui explique le cas du salarié et qu'ensuite vous écoutez l'avocat de l'entreprise qui va vous expliquer la vision d'entreprise, vous avez 100% des fois l'impression qu'ils ne parlent pas de la même chose et qu'on vous explique deux cas différents. Donc c'est vrai que pour moi, c'est une expérience qui est extrêmement riche, non seulement parce que j'apprends en continu sur le droit du travail et que ça me permet aussi de connaître toute la jurisprudence et d'écrire moi-même la jurisprudence parce que c'est ce qu'on fait en fait en tant que juge prud'homo, on écrit la jurisprudence et on écrit les cas qui se présenteront demain. Donc je pense que c'est un très bon équilibre. C'est une fonction qui prend pas mal de temps, mais je pense que c'est essentiel et puis ça me permet de me remettre en question de façon permanente en voyant le retour des salariés et en voyant aussi comment les entreprises fonctionnent. Eh écoutez, merci beaucoup pour cette réponse à cette dernière question cette fois. Nelly, je vous remercie 1000 fois du temps que vous m'avez accordé. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et bonne continuation. Je vous remercie. Au revoir.